Je suis très heureux d'animer cette discussion parce que c'est assez rare d'être en compagnie de deux écrivains qu'on admire, Nathalie Quintane et Arnaud Bertina. Et on va discuter en gros, pour le dire très vite, de ce que peut la littérature avec les questions sociales et les questions politiques. Alors, deux écrivains qui ont quelques points communs. D'abord, d'être assez prolifiques, il faut le dire. Il me faudrait plusieurs minutes pour faire la liste de tous les textes dont ils sont l'un et l'autre l'auteur. Ensuite, autre point commun, ils parcourent un spectre assez large de types d'écriture. À eux deux, voilà, ils font des romans, ils font un peu de poésie, ils font des textes de revue, des textes presque documentaires, presque reportages aussi parfois, puis parfois des textes qui sont directement des textes d'intervention politique. Et puis, c'est peut-être ce qui nous intéresse donc le plus directement aujourd'hui. Eh bien, ils ont en point commun, tous les deux, Arnaud et Nathalie, de se coltiner frontalement des sujets qui auraient pu être, ou sont même d'ailleurs, des sujets de reportage, d'enquête journalistique, et même de travail de sociologue ou de politiste. Alors, je ne vais donc pas citer tous les livres qui, de l'un et de l'autre, qui font ce travail-là. Juste, puisque vous allez tous filer à la librairie, évidemment, pour dévaliser dans les minutes qui viennent. Deux textes dont je me suis directement servi pour préparer cette discussion. La postface, alors tu appelles ça making of, Arnaud, de ce qui trop supporte. Et Nathalie a fait un petit texte, enfin pas un petit, un texte, dans ce recueil collectif qui s'appelle Contre la littérature politique, où plusieurs écrivains discutent donc, contre la littérature politique, comme le dit très bien son titre. Alors, on avait prévu un début hier. On s'était dit, tiens, j'avais repéré que tous les deux, dans ces deux textes, ils évoquent la figure de Victor Hugo. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Pourquoi ? On y reviendra sans doute à un moment, mais ce qui s'est passé ce matin, je pense, nous enjoint à commencer un petit peu différemment cette discussion. Et donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que l'un et l'autre, vous avez écrit sur des sujets qui sont massifs, des conflits sociaux, l'immigration, enfin bon, des trucs qui sont importants et durs et complexes. Ce matin, on a assisté à je pense qu'une grande partie des gens étaient là, à un film, à une discussion autour de Gaza. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont trop gros pour des écrivains ? Arnaud. Ah non, on avait dit Nathalie. Bon, on n'avait rien dit du tout, mais puisque Nathalie... Concernant Gaza, puisque c'est quand même c'est le gros sujet, on va dire. Pendant plusieurs mois, après le 7 octobre et ce qui s'est passé et qui se passe encore, je n'ai même pas pensé à essayer d'écrire quelque chose parce que je trouvais ça indécent en fait. Enfin bon. Et puis il y a quelque chose qui m'a particulièrement insupporté, c'était tout ce moment qui existe encore, mais c'était très prégnant au début. On peut pas en parler, voilà. Il y avait une espèce d'injonction des médias, des politiques en France qui était il n'y a pas de génocide, il n'y a pas de nettoyage ethnique, etc. On n'en parle pas. Et m'est venue une idée, de poème. Je crois que le plus simple, c'est de ne pas vous lire en entier, même bien qu'il soit court, et vous comprendrez vite le procédé, qui permet d'en parler en ne disant pas ce qu'il ne faut pas dire, tout en le disant, évidemment. C'est un poème assez court qui est sorti sur un site, d'abord, qui s'appelle Lundi Matin, et qui a été ensuite repris par une très bonne revue qui s'appelle Dégénération, qui est une revue de Saint-Étienne, qui est tenue par Philippe Roux.
Donc le voilà, je l'ai dédié à un poète qui s'appelle Manuel Joseph, qui est mort maintenant et qui aurait fait un travail certainement bien meilleur et qui manque beaucoup sur ces sujets très difficiles, hein, parce que c'est quelqu'un qui publiait chez POL et qui, lui, ne traitait que les sujets impossibles à traiter. Et en particulier Israël, etc. Il était bien placé pour faire ça. Il le faisait de manière extrêmement, et le mot n'est pas galvaudé, très radicale. Alors, ça s'appelle « Dans la bande de gaz ». Dans la bande de gaz, les routes ne sont pas impraticables et le boulevard qui longe la mer n'est pas défoncé. Il longe la mer. Il y a de l'eau potable, de l'électricité, des toilettes. On va aux toilettes dans la bande de gaz. Elles ne sont pas bondées. Il y a des kits d'hygiène et chaque personne a sa propre salle de bain. Chaque personne n'est pas traitée comme une ordure. L'accès à Internet n'a pas été coupé car les bombardements sont loin d'être incessants et il n'y a guère de pénurie d'énergie. On peut donc accéder aux informations vitales et même appeler les premiers secours. De même, on peut retirer tout l'argent que l'on veut puisque les banques n'ont pas été détruites. Les habitants de la bande de gaz n'ont pas été déplacés. Ils continuent d'habiter dans leurs maisons non détruites, non incendiées, tout comme leurs véhicules sont non détruits, non incendiés. Tout n'a pas été aplati. Voilà, ça continue comme ça, c'est-à-dire que, comment j'ai fait ? J'ai pris systématiquement les informations qui nous parvenaient et qui disaient exactement le contraire, que ça avait été détruit, aplati, qu'il n'y avait plus d'accès à Internet, etc. Et comme on était censé ne pas pouvoir le dire ou le reprendre, donc c'est un système très simple. C'est le seul texte que j'ai sorti sur Gaza, parce que ça reste très compliqué. Quant à la question des réfugiés et des exilés, je vais te laisser la parole d'abord, parce que c'est un long travail que j'ai entrepris là-dessus. J'ai quand même juste une question à ce propos. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet trop gros, voilà, puisque tu prends Gaza, tu en fais un poème, mais tu le fais dans une forme courte. Voilà, c'est un petit poème, et à condition de trouver un procédé, de trouver une forme. Il faut absolument trouver une forme, surtout quand c'est difficile et compliqué comme ça. Ça ne peut... Je ne sais même pas si ça se justifie, je ne sais même pas si le mot est juste, mais il faut trouver une forme. Une forme cruelle, une forme à la fois évidente et dissimulée, ou... Il faut quelque chose de cet ordre-là. Et une fois qu'on a ça sur des sujets pareils, on peut y aller, je crois. Mais oui, je m'assume comme formaliste particulièrement. Ça, on y reviendra. C'est une accusation. Là, on ne peut pas y aller la fleur au fusil en disant « Ah, et c'est quoi le risque ? Indignons-nous. » C'est quoi le risque si tu ne trouves pas de forme ? Ah bah tu fais pas. T'es pas obligé d'écrire, hein. Non, mais si jamais tu te laisses aller quand même à écrire, c'est quoi le risque si t'as pas de forme ? Voilà, c'est pour ma pomme et c'est dégueulasse, quoi. Ça veut dire que si j'ai pas ce qui me permet de l'ouvrir, je fais pas mon travail. Il vaut mieux se taire. Arnaud, après, je dis pas que c'est parfait à ouais. chaque fois, c'est pas ça, mais il vaut mieux se taire. Ouais. Moi, il me semble que le risque dans ce cas-là, si on ne trouve pas une forme, comme là dans le poème de Nathalie, le risque, c'est évidemment d'être du côté uniquement du discours. Et être du côté du discours, et ben en fait, la chose, elle s'étiole immédiatement. Parce que du côté du discours, on va tous être d'accord, on va surtout se prendre pour une belle âme, on va avoir l'impression de trouver des belles formules, des formules chocs, etc. Mais en fait, on sera au sommet d'une barricade devant laquelle il n'y a personne pour nous tirer dessus. En fait. Donc c'est un effet de manche. Alors que quand il y a une forme comme ça... tout d'un coup, le poème est beaucoup plus discret. C'est pas une grande déclaration, c'est pas très impressionnant. Par contre, c'est sournois ou retors parce que ça, en l'écoutant, on est obligé de tout traduire dans notre tête. C'est comme si on était nous-mêmes en train de découvrir l'inverse, quoi.
tout le temps. Donc ça invite à une participation et qui fait violence, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'est cette forme-là, au lieu de nous expulser du sujet, elle nous invite à y être complètement. Donc c'est nécessaire pour pas se prendre pour une bonne âme, pour pas se croire en train de faire une grande déclaration à la tribune de l'ONU ou je sais pas quoi. Et donc tu es d'accord avec ce que dit Nathalie quand elle dit si tant que tu n'as pas trouvé la forme, tu te tais? Ah oui, enfin oui. Et alors, et comment ça se fait le travail de la recherche de la forme? Enfin, d'abord j'ai une autre question. C'est quoi l'impulsion de départ pour traiter un sujet? Il se passe des trucs horribles dans le monde tout le temps. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous allez aller à un moment ou un autre vers un type de sujet? Est-ce que ça peut être des rencontres? Est-ce que c'est un agacement qui croît? Ou est-ce que c'est, par exemple, justement, trouver une forme pour un sujet latent comme ça qui vous agace? Qu'est-ce que c'est l'impulsion? Ben non, mais je vais répondre en disant ce que tu m'as dit là, alors qu'on arrivait. Tout à l'heure, Nathalie disait que ce qu'elle retenait du débat qui a eu lieu après le film, c'était cette histoire de taille des munitions, de manière à ce qu'on puisse les pixeliser ensuite sur les vues. C'est le truc que tu as retenu. Et on peut parier que peut-être ce truc-là, il va continuer de travailler en toi, parce que se joue dans ce détail-là quelque chose d'atrocement cynique et d'atrocement cruel. Et donc, des fois, ça peut être un micro-détail, un truc vraiment... une anecdote, tu vois, qui ne se retrouvera pas dans les livres d'histoire, mais qui, par contre, te sidère tellement par la violence qui est contenue là-dedans, par le cynisme, par la cruauté, que en fait, tu dis... par ce minuscule trou de souris, je peux tout faire passer. Je peux faire passer tout cet événement qu'est depuis 2 ans, ces massacres, que sont ces massacres depuis 2 ans. Des fois, il y a cette idée qu'il faut quelque chose à la fois de très physique, très concret, et peut-être minuscule, mais dans ce minuscule va venir se loger la totalité de l'événement. Ça peut être une grande provocation à l'écriture, ça, par exemple. Alors que les dates de bataille et tout ça, ça peut ne rien faire, tu vois. Et par exemple, la réalisatrice citait les images qu'on voit à la fin du film de cet enfant dont elle a dit tout à l'heure qu'il était en train de laver au jet d'eau les restes de sa propre famille. Bon, ben voilà, c'est pareil, c'est-à-dire amener quelqu'un, qui plus est un enfant, à vivre une telle chose, ben c'est effrayant d'émotions, etc. Mais c'est pareil, ça peut être le détail qui tout d'un coup nous rend proche une telle catastrophe et fait qu'on peut peut-être arriver à s'en emparer d'une manière ou d'une autre. Ouais, donc c'est pas forcément un grand concept ou une grande indignation vague ou une grande question morale. Ça peut être un truc très, très sensible, un détail. T'es d'accord avec ça, Nathalie? Alors complètement, il s'agit je crois, de d'écrire et pas d'expliquer. C'est peut-être ça la grande différence avec l'essai sciences humaines. Voilà. On attend une explication, on attend de comprendre. On est content de comprendre, on est content d'avoir appris quelque chose. Moi, la première, je suis content d'avoir appris quelque chose. Mais quand j'écris, j'apprends rien à personne. Donc, il s'agit vraiment de décrire et pas d'expliquer. Comme dans le poème sur Gaza, là, il s'agissait plutôt de monter un texte à partir de quelque chose qui existait déjà, de phrases qui existaient déjà, où j'ai juste mis la négative. Donc c'est vraiment un travail de prélèvement et de montage. Et ça explique pas. C'est juste que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, en fait. Ça, on est obligé, en tant que lecteur, d'y voir ce qu'il y a à voir de manière indirecte. Ouais, pardon, je t'interromps, mais ouais, toi tu fais pas que ça non plus. C'est-à-dire que par exemple, quand tu écris que faire des classes moyennes, tu vois, là tu t'attaques à un énorme machin qui est une catégorie, tu vois, sociologique, etc. Tu vois, et donc là, comment tu le fais de manière à ce que ce soit pas des sciences humaines? Enfin, ton but n'est pas de faire des sciences humaines, évidemment, c'est pas d'aller contre un discours, quoique. En même temps, tu les cites beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, toi, tu t'attaques aussi à des grosses catégories. Tu vois, et on va venir après Arnaud, mais donc tu fais pas que partir d'un petit truc ou d'un quelque chose de sensible. Ça, c'est une blague à la Swift.
comme quand il... le point de départ, c'est ça quand même, c'est Ouais. que bon... Mais c'est un détail, c'est une blague à la Swift. Par exemple, il a écrit un texte très connu au moment de la famine en Irlande où il proposait, il a écrit une modeste proposition, il proposait aux Irlandais de manger leurs propres nourrissons, mais de manière assez allègre, hein, oui, l'humour noir en gros. Et que faire des classes moyennes, c'est peut-être le texte que j'ai écrit le plus proche de ce genre de choses, en fait, où le texte est infusé. Hein. On peut s'y tromper d'ailleurs, évidemment, il y a des libraires qui les ont mis qui ont vu le titre, hein, ils n'ont pas regardé plus avant, ils ont mis ça en sociologie ou je sais pas, sauf que il y a rien de, tout est trafiqué, tout est, on peut y croire, hein, que je donne des renseignements, des informations sur l'état d'esprit des classes moyennes, où est-ce qu'elles résident, quelle est leur idée de l'école, enfin leur stratégie par rapport à l'école, etc. Tout ce qu'on entend qui nous bassine là depuis des années, des décennies sur les classes moyennes. Donc la base du discours que j'ai travaillé, c'est ça en fait, c'est des espèces de plus ou moins de lieux communs, mais qui sont complètement mis cul par-dessus tête par une forme une forme d'humour qui est assez noire dans ce texte-là, qui n'est pas toujours dans d'autres, hein, parce que j'aime un peu toutes les formes d'humour. C'est un moyen l'humour, c'est un moyen de se prémunir contre la littérature qualité française, quoi, si vous voulez. Hein. C'est mon premier. Excuse-moi, c'est quoi la littérature qualité française? Ah ben c'est ce que vous allez avoir là dans quelques jours. Vous allez dans n'importe quelle librairie et sur les 574 romans qui sont publiés, il y en aura 492 qui seront qualité française. Ça veut dire qu'il en restera qui seront pas qualité française. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça serait trop long de revenir sur la littérature qualité française. Je reprendrai peut-être plus tard avec la manière dont on comprend aujourd'hui Victor Hugo, qui n'était pas qualité française. Alors, oui, vas-y. En fait, quand Nathalie elle fait Que faire avec les classes moyennes, c'est aussi en reprenant tout ce discours qui est un peu nébuleux, mais qui est tout le temps présent dans les médias, qui est en fait un discours auquel on est habitué. Donc, on n'entend pas la violence qu'il y a dans ce discours-là. Mais en fait, c'est un discours qui segmente la société, mais qui aussi qui se pose en permanence la question de savoir est-ce que tel ou tel pan de la société est utile au reste de la société. Donc, est-ce qu'on a besoin de nos pauvres? Est-ce qu'on a besoin de nos immigrés? Est-ce qu'ils apportent quelque chose en valeur financière à la France ou pas, etc. Et donc, en fait, quand elle reprend tout ce discours-là dans le livre, on est presque tenté de le prendre effectivement au sérieux, comme si c'était du discours au premier degré, parce qu'on entend ça tout le temps, alors qu'en fait, le livre pose quelques warnings de page en page en disant attention, il y a de l'ironie, il y a un retournement de discours, et entendez la violence qu'il y a dans ces mots qu'on entend tous les jours, quoi. Et donc c'est pas tant de la sociologie qu'une dénonciation en règle de ces discours dont on nous abreuve, quoi. Alors, t'es absolument charmant parce que tu fais l'exégèse des textes de Nathalie, ce qu'on a tous envie de faire. Mais parlons un peu de toi, Arnaud. Non, mais justement, contre quel type de... Comment ? Je lui dis t'exagères. Ah non, mais là, il fait ce dont il a envie, sans doute. Mais donc, contre quel type de discours tu écris? Parce que il y a ça aussi. Dans un de tes livres, je crois que c'est même dans le making-of de Ceux qui trop supportent, t'écris « Mon risque, c'est pas la politique, mais c'est la langue morte des médias ». Donc il y a ça aussi, d'écrire contre cette langue-là et celle des médias. Alors oui, on est tous les jours, qu'on le veuille ou non, qu'on ait la télé ou pas, enfin bref, qu'on se tienne informé ou pas, on reçoit cette langue-là d'une manière ou d'une autre. Et par exemple, quand on décide de plus avoir la télé, il y aura toujours un voisin ou un ami pour nous raconter ce qu'il a entendu à la télé. Alors qu'il sait qu'on voulait plus la télé. Hein. Alors maintenant, c'est sur Internet. Oui, mais c'est pareil, c'est pareil. Tu vois, quand tu décides de te retirer de Facebook, tu as toujours des potes qui ensuite t'écrivent tous les jours pour te dire ce qu'ils ont vu sur Facebook. Donc tu peux pas y échapper, quoi. Donc tu es en permanence confronté à ça. Donc cette langue morte, elle te manipule de tous les côtés. Pourquoi elle est morte? Parce qu'elle est complètement figée, parce que c'est une langue, qu'on disait tout à l'heure, c'est une langue notamment qui vient de l'école, mais pas que. Et surtout parce que c'est souvent une langue qui cherche à ne rien dire et à masquer les choses au lieu de les nommer, quoi. Donc c'est une langue qui est morbide, quoi, à partir du moment où on cherche à ne pas dire les choses, à partir du moment où on cherche à les évacuer dans le langage, à faire que le langage ne soit
pas du tout quelque chose qui fasse apparaître, mais au contraire quelque chose qui masque. Il y a une morbidité qui est propre à cette langue-là, quoi. Alors, évidemment, le truc, c'est que la littérature et un petit peu toutes les options esthétiques en littérature, on pourrait tenter de strictement juste répondre à cette langue-là. Alors que en fait c'est terrible parce que dans ce cas-là ça fait que la littérature elle est seconde, elle vient après, elle vient juste en réaction. Par exemple il y a cette idée que moi j'ai beaucoup utilisée, qui me plaisait, de dire je fais un contre-récit. Voilà, il y a les médias qui parlent des occupations d'usines, ben moi je vais aller écouter ces ouvriers-là de la Creuse, les GMS à la Souterraine, et je vais faire un contre-récit, et puis ensuite au lecteur de faire le choix entre ce qu'il entend à la télé et puis ce que moi je propose, ce que j'apporte, les voix que je relais. Mais encore une fois, même le contre-récit, il y a quelque chose qui n'est pas plaisant, et on le voit bien aujourd'hui, depuis 2 ou 3 ans, il y a une espèce d'accélération vertigineuse de ça. Ce qui compte, c'est le premier qui a parlé. C'est-à-dire, Donald Trump peut dire absolument tout ce qu'il veut, si ensuite il y a 20 chercheurs, 30 chercheurs qui débunkent ce qu'il a dit, ça ne sert à rien. C'est trop tard, il l'a dit. Donc en fait, la littérature, elle ne peut pas se contenter d'être un contre-récit ou de venir derrière pour rééquilibrer les choses. Moi, par exemple, dans ce livre, je voulais montrer à quel point ces 250 ouvriers étaient des gens... Juste raconte le contexte en deux mots. C'est une espèce très très bizarre d'insecte. Je connaissais absolument pas. Je l'ai pas écrasé. J'ai pas dit. Mais non, mais je t'ai pas accusé d'être contre le vivant. Hein. Ça fait 3 jours qu'on entend qu'il faut. C'est pas ça. Hein. À la maison, je l'aurais écrasé, mais pas ici. C'est juste que j'observe qu'elle a un goût particulier pour les bords de bouche. Mais bon, c'est pas grave. Pardon, on t'a interrompu sur. Donc raconte-nous. Très rapidement. Donc c'est des ouvriers qui travaillaient pour Renault et Peugeot principalement, et qui donc étaient complètement prisonniers de ce système-là de la sous-traitance, et qui étaient donc totalement prisonniers aussi des réussites ou des échecs de Renault et Peugeot. Et donc quand Renault et Peugeot se plantaient sur une bagnole, et ben évidemment ensuite le licenciement de ces ouvriers-là n'était pas imputé à Renault et à Peugeot. Ça faisait pas baisser l'action de Renault et Peugeot parce que c'était dans la Creuse à la Souterraine que des gens étaient licenciés, etc. Donc eux, ils ont décidé de se battre à la fois pour garder leur usine et puis aussi pour se battre contre l'idée de la sous-traitance en faisant un procès, etc. Ils ont réussi plein de choses. Il y a certaines choses qui ont été bloquées, stoppées. Mais moi, en les faisant parler pendant 4 ans, j'ai été épaté par leur intelligence tactique, leur vertu républicaine, pour le dire de manière un peu ronflante, mais c'est vraiment le cas. Ils sont obsédés par l'idée de république et de démocratie. Et donc voilà, je voulais leur donner la parole. Mes résultats, je ne sais plus pourquoi. Enfin, la question que je me pose en t'écoutant, c'est en quoi ce que tu produis, c'est différent d'un très long reportage ? Ah, c'est une autre question. Oui, c'est une autre question, une question qu'on a oubliée. Oui. Donc, alors, quelle différence avec un long reportage et bon, il y a des journalistes, je vais pas, c'est pas de la même manière que j'écrase pas je vais pas taper sur les journalistes. Je veux sortir vivant du Rigny quand même. Si, il y a une différence, je pense, mais c'est le temps long. C'est le fait de passer 4 années avec eux. Je vais donner un exemple très précis. Un des hommes que je vais interroger dans les tout premiers jours où je commence ce travail-là en 2017 me raconte que 6 mois plus tôt, il décide d'aller manifester sur les Champs-Élysées parce qu'il y a le showroom de Renault et le showroom de Peugeot qui sont dans les parages, et donc ils vont manifester là. Évidemment, ils se font virer par les CRS immédiatement, et ils se retrouvent à descendre les Champs-Élysées. Et là, à un moment, il y en a un, ça lui prend, il dit « Et si on allait sur la chaussée, si on descendait sur la chaussée ?» Et donc, ils ont bloqué la circulation pendant 5, peut-être 10 minutes, pas beaucoup plus. Au moment où il me raconte ça, en novembre 2017, il est ému. Mais vraiment, hein, il a mon âge, il est ému, il a des larmes qui lui viennent parce qu'ils ont bloqué pendant 10 minutes les Champs-Élysées. Pendant 2 ans, à chaque fois que je me mets au travail, je réécoute cet entretien et systématiquement, je zappe ce passage-là, de son émotion sur cette anecdote-là, en me disant... Ça va, ils n'ont pas fait la révolution, ils ont bloqué pendant 5 minutes les Champs-Élysées, c'est ce que tous les mecs bourrés font tous les samedis soirs à Paris, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et en fait, au bout de 2 ans, j'ai fini par en avoir marre de ma propre réaction et par me dire, mais non, mais attends, reprenons le truc à l'envers, il est ému, prenons ça comme un fait. Et donc, je fais le travail inverse, je me dis, pourquoi est-ce qu'il est ému ? Et pas est-ce que ça mérite d'être ému ? Et tout d'un coup, j'ai eu le sentiment là, à ce moment-là, non seulement que le temps long jouait en ma faveur, c'est-à-dire j'allais être un peu moins con que pendant les 2 années qui venaient de s'écouler, et surtout que je faisais pleinement un travail littéraire à ce moment-là, c'est-à-dire que derrière des formules
pas très intéressante, pas grandiose, pas grandiloquente, eh ben, j'allais trouver une épaisseur de vie colossale. J'allais trouver quelque chose qui était digne d'être décrit et d'être raconté. Si je le dis à toute vitesse, là en l'occurrence, dans le cas de cet homme, c'était la première fois qu'il faisait quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Il avait toujours fait, il m'a raconté son parcours scolaire, c'était invraisemblable, les efforts qu'il a produits pour ne pas être décroché, pour toujours revenir dans la filière générale, ensuite avec ses enfants, ensuite avec sa femme, ensuite avec le travail, etc. etc. Bref, c'est un mec qui a un courage incroyable et qui a pris sur lui pendant les 40 premières années de sa vie. Et là, pour la première fois, il faisait un truc, et donc ça va pas louper, il y a une flic en civil qui est venue lui dire immédiatement, vous remontez sur le trottoir, etc., etc. Et il a dit non, on reste là. Mais pour lui, ce petit truc-là, eh ben oui, c'était une révolution. C'était la première fois qu'il jetait par terre le truc qui l'écrasait. Donc voilà, je me dis, le temps long, c'est peut-être la grande différence avec le journalisme, c'est que je me suis donné la possibilité d'entendre ces choses infimes que maintenant je trouve admirables et que je mets en avant quand je parle du bouquin. Vas-y, Nathalie. Est-ce que c'est ce que tu attendais quand tu as rencontré tous ces... C'est-à-dire ce moment où ces ouvriers qui étaient dans les clous te disent, là, j'ai plus pu être dans les clous. Est-ce que c'est ce que tu attendais, voire espérais ? Et est-ce que tu as tout fait pour ne pas les orienter vers ça, ou comment ça s'est passé ? Parce que c'est une clé quand même dans le mouvement social, ce moment où on va faire ce qu'on ne devrait pas faire. Alors je crois, mais je suis pas sûr, mais je crois que je n'attendais rien du tout. C'est-à-dire vraiment, en fait, dans mon parcours, pendant longtemps, j'avais cette idée qui était théorique dans ma tête de l'intelligence répandue, de l'intelligence collective, mais elle était théorique, c'est-à-dire j'en avais jamais la preuve. Et en allant au Congo pendant 4 ans et en allant en Creuse pendant 4 ans, je suis revenu qu'avec des preuves de ça. C'est-à-dire, en fait, j'écoutais les gens et, sans me le dire très consciemment, je me disais, vas-y, il y a obligatoirement de l'intelligence qui est à l'œuvre là dans ce qu'ils me disent. Et par exemple, en Creuse, évidemment, ils avaient tous des parcours scolaires complètement pétés. Et donc, ils avaient tous grandi dès l'âge de 15 ans ou même avant avec l'idée qu'ils n'étaient pas intelligents. Et moi, je les écoutais. Par exemple, un jour, il y en a un des leaders, et je lui dis ça, je lui dis, mais qu'est-ce que ça t'a fait dans la lutte de te découvrir si intelligent ? Et alors, il était vraiment... Alors que c'était un mec incroyablement baraqué, volontaire. Je l'ai complètement déstabilisé avec cette question, de fait, peut-être un peu bizarre. Il s'est tourné vers les camarades qui étaient là. Il dit, vous pensez que je suis intelligent ? Et les autres, ils ont tous levé les yeux au ciel en disant, mais évidemment, t'es tellement fort. Et moi, c'est ces moments-là que je cherche pour le coup. C'est le moment où il y a de l'intelligence qui s'exprime. Au Congo, par exemple, j'étais face à des gamines déscolarisées avant le collège. Ça, c'est la première passe. Hein, l'âge de la première passe, ouais, c'est un livre d'avant. Et des filles qui sont dans une misère épouvantable, etc. etc. Moi, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, j'ai des diplômes, je ne vis pas dans la misère. Tout est là pour que je me pense en situation de leur donner des conseils. Et en fait, à chaque fois que je me suis interdit de le faire, pour qu'elles continuent de parler, à chaque fois, je me suis dit, mais heureusement que je me suis tu, parce que sinon, je les envoyais au devant de problèmes. C'est-à-dire, mes conseils étaient vraiment complètement décalés, inadaptés. Par exemple, juste un exemple pour que ce ne soit pas abstrait. Un jour, une jeune femme m'explique, elle a 15 ans, quand elle m'explique ça, elle est déjà maman depuis 3 ans, elle m'explique qu'elle a été abandonnée par sa mère à 8 ans. Alors je lui dis, est-ce que tu voudrais revoir ta mère ? Et elle me dit, bah oui, mais il me faut l'argent du train et il me faut l'argent des cadeaux. Et moi, dans ma tête, immédiatement, je me dis, laisse tomber l'argent des cadeaux, c'est déjà un obstacle en moins, parce que le vrai cadeau que tu lui fais, c'est de vouloir la revoir. Et je me suis tu en me disant, attention, parce que si elle dit ça, c'est que peut-être, culturellement, elle peut peut-être pas faire autrement que d'arriver avec des cadeaux.
Et je me suis dit, ben voilà, elle a beau être dans la situation qu'est la sienne, j'ai beau être dans la mienne. Là, mon conseil, c'était un conseil pour des Européens, c'était pas un conseil pour une fille du Congo, quoi. Et donc, c'est de reconnaître à quelqu'un qui est pourtant si dévalué, de lui reconnaître une bien plus grande pertinence que moi. Et ça, c'est la littérature qui m'a appris à me taire, à mettre ma parole en crise, à douter de ma propre intelligence ou de ma propre pertinence. Si j'avais pas eu la littérature pour moi, j'aurais foncé j'aurais donné des conseils à tire-larigot, etc. La littérature, elle apprend justement, mais ça correspond au poème, elle apprend à se méfier de sa propre voix, à se méfier de sa pertinence et à penser que c'est peut-être dans une forme qu'il y aura plus d'intelligence que dans un discours articulé. Oui, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que là, je comprends un truc qui est que, en fait, c'est pas simplement, vous n'êtes pas simplement écrivain quand vous trouvez une forme pour restituer une matière que vous avez trouvée, soit dans des textes déjà écrits, soit dans des paroles que vous avez recueillies. C'est que vous êtes déjà écrivain, en fait, même quand vous êtes au contact des gens que vous voyez. Par exemple, là, tu étais en train, juste avant qu'on commence à discuter, tu me disais que tu avais un projet avec le réseau d'éducation sans frontières, qui va consister à poser des questions à des gens, à discuter avec des gens, beaucoup de gens, hein, ça que tu m'as dit. Ouais. Comment tu discutes? Alors, tu vas... Il faut que je fasse un peu la généalogie parce qu'en fait, je me suis aperçue rétrospectivement que j'étais en train de faire une trilogie. Et comme j'anticipe très peu, je m'en aperçois une fois que c'est fait, quoi. Et je vais essayer d'être assez rapide. Il y a quand même pas mal d'années, j'ai écrit une sorte de chronique qui s'appelle Un œil en moins, qui part des Nuits debout, en fait, qui est le récit d'une année. Et en particulier dans la petite ville où j'habite, qui est une ville de province du sud-est, Digne-les-Bains, je peux le dire, dans une ville de 16 000 habitants, en grattant les moutons autour. Et où il y avait eu un peu, on était 30 en Nuit debout, enfin on avait fait un petit peu comme tout à Paris, hein. Et donc j'avais vraiment observé les détails d'une entrée en militance qui me concernait, puisque j'avais très très peu agi jusque-là. Et comme ça court sur une année, à l'automne, il y a eu je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était 2015, me semble-t-il, le démantèlement, comme on dit, de Calais, de la jungle, entre guillemets, de Calais. Et les autorités ont ouvert des centres d'accueil et d'orientation, des CAO, un peu partout paumés en province. Et il y en a eu un qui a ouvert pas très loin de chez moi, à un quart d'heure, 20 minutes. Et donc, à la fin du livre, je vais dans ce CAO pour donner des cours de français, enfin, voir un petit peu comment ça se passe, etc. Aider, tout simplement, hein. J'avais aucun projet particulier. Et ça a été après intégré à la fin du livre, vraiment sur les dernières pages. Ça se termine là-dessus. Et la question de l'exil et des exilés, c'est la question vraiment difficile, puisqu'on a commencé l'entretien avec ça. Comment faire pour parler de ça et être à la hauteur de ce qui est en train de se passer, de la violence, de la cruauté du traitement des gens qui arrivent. Et donc, ça a commencé comme ça, par un petit récit de quelques pages. Et le livre d'après, enfin, c'était pas peut-être le livre tout de suite après, mais j'étais pas contente, en fait, finalement. Ce qui suscite le livre d'après, c'est que celui d'avant était pas bon, hein, donc je me dis, comment je peux faire mieux? Et comment je peux faire mieux pour rendre justice à ça, à ce type de violence? Et donc, j'ai écrit un livre de montage qui s'appelle « Les enfants vont bien », où le réseau Éducation sans frontières était déjà présent par des boucles de mails dans lesquelles j'étais. Et c'est un livre comme ça qui fait se juxtaposer, hein, des textes de loi, des paroles de politique de l'époque. Je ne sais plus quel était le ministre de l'Intérieur. De toute façon, on a eu toute une ribambelle qui n'était pas très différente. Des grands titres du journal régional, La Provence, concernant évidemment à chaque fois les exilés. Et tous les discours qu'on tient à l'écrit ou à l'oral sur eux, sans leur voix. En fait, ce que j'ai retiré de tous ces discours, c'est leur voix à eux. Ils n'y sont pas. Ils sont juste parlés ou décrits par des décrets, des lois, des discours de politique, des fragments de journaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est entièrement un livre de montage où j'ai pas écrit une seule ligne, moi, personnellement. J'ai juste monté ces discours-là. Ça m'est venu d'un livre qui est assez formidable, qui s'appelle Transcription,
qui a été écrit il y a longtemps par, monté, composé il y a longtemps par un poète qui s'appelle Imre Becker, qui a été dans les jeunesses hitlériennes quand il était très jeune et qui après, quand il a compris ce qui s'était passé, a consacré sa vie à réunir des documents sur l'Holocauste, en fait, sur l'assassinat des Juifs d'Europe. Donc des livres très connus, comme justement l'assassinat des Juifs d'Europe, des livres d'histoire, des fragments de Mein Kampf, enfin bon. Et puis il a juste, c'est vraiment le livre le plus impressionnant que j'ai lu sur ce qui s'est passé, il a juste, sur chaque page, en haut, il a mis des fragments, des fois très courts, 3 mots, 4 mots, des fois un peu plus longs. Et c'est un gros livre comme ça, il y a consacré sa vie. Et franchement, c'est le livre le plus éclairant sur cet événement. Et je l'ai trouvé, dans le genre, plus éclairant que ces livres très connus, très connus chez les poètes, excusez-moi, de Reznikov. Alors, Reznikov, c'est un poète objectiviste américain qui a fait comme ça, qui a vraiment, c'est lui qui a un peu presque inventé le montage en poésie. Et le premier livre qu'il a écrit, qu'il a composé, il s'appelle Testimony, Testament. Il est parti de minutes de procès, des procès qui avaient lieu, qui ont eu lieu aux États-Unis à la fin du 19e, début 20e, sur des faits divers. Et puis il a coupé, il a fait une espèce de prose coupée, comme on appelle, vous voyez. Il n'est pas allé jusqu'au bout de la ligne. À certains moments, il coupe. Pas à n'importe quel moment, évidemment, puisque c'est comme au cinéma. C'est là où c'est le montage, c'est là où vous coupez et le plan qui vient après qui fait vous voyez l'enjeu de la chose. Et lui, il a fait ça, mais sans vouloir me le dire, parce que Reznikov, chez les poètes, c'est un peu intouchable, si vous voulez. Il y avait quelque chose qui me gênait un peu et que Imre Becker a levé, c'est qu'il y avait encore trop de récits. C'était un peu emballé, au fond, quoi. Il s'est arrangé quand même pour qu'il y a des histoires. De fait, c'était des histoires. Ils racontaient leurs histoires. Un crime, un vol, etc. Mais il maintenait ce truc narratif là dans lequel on baigne tous et qui, selon comment c'est fait, me semble trop peaufiné, trop arrangé les choses. Pas toujours, mais assez souvent. Et là, la narration qui était maintenue me gênait, mais je n'osais pas me l'avouer. Et Becker, il a cassé ça. Il a complètement supprimé le fil narratif. Il a balancé comme ça les documents pur jus en songeant seulement à l'ordre de succession, au montage et au moment où il va couper. Et c'est hyper à la hauteur de ce qui s'est passé. Et sur les réfugiés et l'exil, c'était ça que j'avais en tête. C'est hyper violent. Comment tu vas faire pour trouver une forme qui soit à la hauteur de cette violence-là pour aujourd'hui? Comment tu vas faire? Et sur Les enfants vont bien, j'ai essayé de faire ça. Deuxième tentative, plus ou moins foirée, réussie. Et le travail que j'ai commencé avec le réseau Éducation sans frontières, ça serait encore aller un peu plus loin. Donc là, pour le moment, j'en suis au stade, oui, des entretiens tout bêtes. Est-ce que depuis 1 an, j'ai fait une dizaine d'entretiens, essentiellement avec des bénévoles. Et ce que je peux en conclure pour le moment, c'est que sur 1 heure d'entretien, vous avez 45 minutes qui sont consacrées à la bureaucratie et aux démarches administratives. C'est tellement compliqué et tellement ahurissant de contradictions, d'injonctions contradictoires et de choses impossibles à faire et verrouillées que les bénévoles eux-mêmes sont dépassés par la complexité de la tâche et sont obsédés par ça. Ça devient vraiment quelque chose de complètement obsessionnel. Donc je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais il y aura une part consacrée sans doute à la bureaucratie, quoi. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter juste un instant sur la question de qu'est-ce que vous faites? Alors toi, tu ne sais pas encore ce que tu vas faire, mais on peut y réfléchir ensemble, peut-être t'aider, trouver des idées. Sur la question de comment qu'est-ce qu'on fait de la parole des gens qu'on interviewe? C'est une question qui est énormément travaillée par les sciences humaines. Il y a des manuels de méthodologie de comment on restitue la parole en sociologie. Est-ce qu'on met tout? Est-ce qu'on met les E? Est-ce qu'on met les 3 petits points? Est-ce qu'on met les ruptures, etc. Nous, journalistes, c'est notre truc quotidien de réécrire ce que les gens nous racontent. Voilà. Non, c'est pas vrai.
On est super. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que Si, c'est vrai. non, mais c'est notre travail quotidien. Qu'est-ce qu'on fait d'une parole, comment on la restitue, etc. Vous, qu'est-ce que vous en faites de la parole? Parce qu'en plus, vous êtes écrivain, quoi. C'est-à-dire que j'imagine qu'à plein de moments, vous dites, ou Nathalie, tu vas te dire, bon, elle est pas mal sa phrase, mais si je change ce mot par ce mot, ce sera quand même vachement plus puissant. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette parole des autres quand on est soi-même un professionnel de la langue? C'est des arbitrages. Dans mon cas, c'est des arbitrages au cas par cas. C'est-à-dire que, par exemple, en Creuse, j'avais pas le sentiment que c'était un enjeu colossal. C'est un enjeu, mais pas colossal. Et donc, je me suis autorisé à... là, j'avais des enregistrements. J'enregistrais tous les entretiens. Et donc, je me suis autorisé à rendre ça lisible, moins chaotique que la parole comme ça. En revanche, au Congo, ça a été une énorme découverte pour moi. J'ai commencé les entretiens en m'interdisant de les enregistrer parce que je voulais à tout prix que ces jeunes femmes, elles aient confiance en moi. Or, un fichier son, ça peut se retrouver sur Internet immédiatement, etc. Donc, j'avais décidé comme ça de jamais même leur demander, donc j'enregistrais pas. Sauf que dès le premier soir, quand je rentre à l'hôtel et que je commence à vouloir retranscrire mes notes, évidemment, c'est des notes prises à la va-vite. Donc, c'est des mots, c'est pas des phrases. C'est rarement une phrase complète. Et c'est surtout, donc, en ayant complètement perdu leur rythme, leurs hésitations, les correctifs qu'elles ont pu apporter à ce qu'elles venaient de dire, etc. Et donc, moi, avec juste quelques mots, je fais des phrases normales. Je me rends compte que donc j'ai perdu 90%, disons, de l'intérêt de ce qu'elles ont pu me raconter, parce qu'il y a plein de choses à entendre dans les hésitations, Et donc, je me dis, c'est un peu catastrophique. Et en fait, ça m'a mis sur la voie de la compréhension. En comprenant tout ce que je perdais d'elles, j'ai fini par comprendre en quoi elles étaient singulières. À force de les écouter parler un certain français, une certaine langue française, à force d'entendre tout ce qu'elles n'arrivaient pas à dire en français alors qu'elles parlent couramment français, donc par exemple tout ce qui relève de la vie intérieure, des émotions personnelles, etc., je comprenais que le français transmis par la colonisation était un français complètement amputé de plein de pans différents, dont tout le vocabulaire de la vie intérieure. Par exemple, une jeune fille à qui je disais « Mais ce jour-là que tu viens de me raconter, est-ce que tu étais déprimée, triste, abattue, etc. etc. » Elle me validait tous ces mots-là, alors qu'en fait, non, il y a plein de nuances, et que peut-être en Lari ou en Lingala, elle aurait eu toutes les nuances, et donc elle m'aurait dit « Ah non, c'est pas ça, c'est ça. » Et en fait, c'est par tout ce que je manquais d'elles que j'accédais à leur singularité, que tout d'un coup je comprenais un peu mieux dans quel monde elles vivaient et qui elles étaient. Donc cette attention à la langue a fait que je me suis dit j'ai le droit de faire un livre, parce que pendant 2 ans au Congo, je m'interdisais de faire un livre parce que justement c'était sur la prostitution des mineurs. Il y avait un truc qui était obscène, trop sexy comme sujet, trop évident, quoi. J'allais pouvoir... vraiment, ça m'allait pas du tout. Et ce jour-là, je me suis dit, mais non, mais c'est pas un livre sur la prostitution des mineurs, c'est un livre sur quelle langue elles parlent et qu'est-ce que j'arrive à comprendre et à entendre dans ce qu'elles me disent. Donc, c'est un livre sur le type de relation qu'on fait et sur qu'est-ce qu'une langue permet d'exprimer ou ne permet pas d'exprimer et pour quelles raisons, etc. Donc oui, l'attention à la langue dans ces entretiens, elle doit presque être encore plus grande qu'à concrètement ce qui est dit, quoi, presque. Mais bon, c'est au cas par cas, puisque ces questions-là m'ont moins obsédé, beaucoup moins pour la Creuse. Nathalie, cette question de la langue des gens que tu vas aller voir ou que tu as déjà vus et la manière dont tu vas la travailler, c'est un enjeu gigantesque en fait. Je peux que répéter ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a une double écoute, si vous voulez, hein. Il y a une écoute du contenu, comme on dit, de ce qui est dit, et on travaille tellement tout le temps la langue, ou enfin bon, que on écoute en même temps la langue qui est parlée. Il y a vraiment un truc de double écoute et d'attention peut-être aiguisée à la manière dont c'est dit, autant qu'à ce qui est dit. Et on ne pense pas... moi, je pense qu'on pense jamais simplement à
transcrire en fait ce qui a été dit. Mais je peux vous donner un exemple. Alors je vous lirai, vous allez comprendre en fait le truc. Je vous lis une ou deux pages d'un livre qui s'appelle La Cavalière, qui part d'un fait divers qui s'est passé toujours dans ma pauvre ville là, que j'essore de tous les côtés. C'est dingue ce qui se passe. Pardon ? C'est dingue, il se passe tout dans ta ville. En fait. Tout, j'y suis à l'année, alors j'ai que ça sous les yeux. Hein, c'est un peu mon cobaye, quoi. Et au milieu des années 70, est arrivée une jeune femme qui s'appelle Nelly, elle est morte, Nelly Cavallero, qui était prof de philo, qui sortait de 68 et qui était vraiment de son époque. Elle arrive, elle est mutée dans cette petite ville et elle décide de continuer le travail qui était commencé à Paris, qu'elle avait commencé à Paris. C'était une normalienne, bon voilà. Elle ouvre un lieu en plein centre-ville, à l'époque où il n'y avait pas besoin de se réfugier à la campagne à 300 km. On pouvait ouvrir un lieu, un local en centre-ville, le laisser ouvert, ça circulait. Enfin, il y avait une espèce de liberté comme ça, liberté qu'elle développait aussi dans ses cours avec les élèves en laissant la parole aller. Et puis, je vous la fais courte, mais ça n'a pas trop plu à certaines personnes du coin. On l'a vite accusée, comme Socrate, de pervertir la jeunesse. Et elle est passée en procès. Elle a gagné tous ses procès parce qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose à lui reprocher. Et puis, elle avait du réseau, comme on dit aujourd'hui, et il y a eu une partie de la presse de l'époque qui s'est emparée de ces procès, de ce fait divers, et qui a un peu ridiculisé ma pauvre ville, là. Enfin bref, ça, c'est le point de départ, c'est ce fait divers. Et puis elle, après, comme pas mal d'enseignants à l'époque, au début des années 70, vous savez qu'il y a eu pas mal de révocations, il y a eu, enfin, ce que j'ai découvert, d'ailleurs, en menant un petit peu l'enquête pour écrire le livre. Il y a eu pas mal de révocations, de suspensions avec ou sans salaire. Elle a été suspendue avec salaire. J'ai rencontré une autre enseignante qui avait été suspendue sans salaire, qui avait été obligée de s'embaucher à l'usine à Grenoble. Enfin bon, voilà. Ce que j'ai cherché à faire en rencontrant les gens sur place qui avaient connu Nelly ou qui l'avaient pas forcément connue mais qui avaient vécu cette époque de ce côté-là de la barrière, si vous voulez, c'était de mieux comprendre, d'essayer de saisir ce qui s'était passé à la suite de 68 jusqu'au milieu des années 70, puis après ça redescend, les espoirs révolutionnaires s'éteignent, c'est ça que j'ai compris, mais jusqu'en 74-75, il y avait encore un certain nombre de jeunes gens qui pensaient, ou moins jeunes, qui pensaient que la révolution c'était peut-être pour demain. Donc, comme je suis arrivée après, je suis quelqu'un des années 80 et qu'il y a eu une coupure, si vous voulez, entre cette période-là et la mienne et ma jeunesse, c'était comme une archéologie que j'essayais de faire. J'essayais de retrouver les traces d'un monde disparu. C'était ça aussi l'enjeu du livre. Et autre enjeu aussi important, c'était ce que ça avait évidemment à nous dire pour aujourd'hui. Mais c'est important dans tout ce que je fais, c'est qu'est-ce que ça a à nous dire aujourd'hui, là. Tous ces jeunes gens qui essayent qui ont des sortes de projets d'aller un peu plus loin que les manifs saucisses en tête, qui pensent insurrection, qui pensent potentiellement révolution, etc. Qu'est-ce que ça a à nous dire, ce passé-là, qui est oublié, qui est enterré, qui est exhumé maintenant par des tas de livres et en particulier par ce livre que j'ai essayé de faire qui s'appelle La Cavalière. Qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui? C'était aussi une sorte de mise à jour, ce livre-là. Pas une explication, comme je disais tout à l'heure, parce que je ne pense pas que la littérature puisse expliquer, mais un peu mettre à jour. Et pour répondre à la question, je vais vous lire juste le début du livre, parce que j'ai fait quelques entretiens. J'en ai pas fait beaucoup. Et à partir de là, j'ai tissé une sorte de fil. C'est si loin, tellement une autre époque, aucun rapport avec la nôtre. Pourquoi revenir sur un temps totalement étranger alors que nous avons tant besoin de ce qui aujourd'hui nous dit quelque chose? Voilà ce que je me suis dit, et plus d'une fois, tandis que je fabriquais ce que vous allez lire. La plupart des témoins iraient dans ce sens, d'ailleurs, que c'était une autre époque, que c'était clos. Vous m'avez fait plonger. Il y a bien 40 ans que, 50 ans, je n'étais jamais revenu sur tout ça. Pas dans un bureau et pas enseigner. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Pas dans un bureau et pas enseigner. Je commence en recopiant ces mots que j'ai soulignés il y a maintenant presque 2 ans. Comment on pourrait appeler ça aujourd'hui? Des principes? Des interdits? Une éthique?
un mode de vie par déduction ou soustraction. Si j'élimine travail dans un bureau et enseignement, qu'est-ce qu'il reste? Bon, le pas dans un bureau et pas enseigner, ce n'est pas venu tout de suite. Ce n'était pas la première évidence à l'époque, c'était la seconde. Et pour retrouver cette première évidence, qui était énorme ou d'une taille trop considérable pour entrer dans nos paramètres actuels et être identifié, reconnu, crédible, il fallait passer par la seconde. Parce que la première évidence, c'était ne pas travailler. Voilà, et ça continuait à... Vous voyez, en fait, je ne les ai pas enregistrés pour la même raison que ce que tu as dit, parce qu'ils ne voulaient pas. Et donc, j'ai pris des notes. Et dans les notes que j'ai prises, le premier travail, ça a été de surligner ce qui me frappait, ce qui nous disait quelque chose pour aujourd'hui, ce qui pouvait nous dire quelque chose pour aujourd'hui. Et ces mots-là, pas dans un bureau, et vous voyez, ça, je démarre le livre sur ces mots qui m'ont arrêté. Alors, où l'on voit donc que la question de la forme est essentielle. Finalement, on parle presque que de ça depuis le début. Mais j'ai une question, Nathalie. Dans ce petit livre contre la littérature politique où tu signes un article, tu dis un truc alors qui m'a vachement posé question. Tu dis déjà que tu l'as déjà dit, bon, donc on va dire pour une troisième fois. Si tu écris quelque chose de gauche dans une forme de droite, ça devient quelque chose de droite. D'où ma question. C'est quoi une forme de gauche? Est-ce que, si je le traduis en termes scolaires, par exemple, est-ce qu'il y a, je sais pas, des figures de style qui sont de droite? L'anaphore, c'est vachement de droite, alors que la syllabe, c'est de gauche. Est-ce que... Non, mais, bon, là, je caricature, mais si tu veux, au fait, ça pose quand même cette question. Depuis le début, on parle de trucs, mais donc il y a des formes, ok, mais c'est pas ça fait vous, des écrivains qui travaillez une matière qui peut être une matière sociale et politique, ok, mais quand est-ce que c'est une forme de gauche? Pardon, mais je vais dans ton sens, je suis désolé, tu l'as dit comme une blague, mais l'anaphore, depuis Hollande, est effectivement de droite. C'est un peu une punchline, hein. Donc, quand même, ce truc de... Parce qu'on me la cite tout le temps, évidemment, mais je le savais en l'écrivant que ça allait marcher à fond, là. Désolé d'être attendu. Non, mais j'ai fait pour ça. Je travaille aussi pour... Il y a une phrase de David Graeber là, que j'ai notée qui me plaît bien. À son meilleur, l'anthropologie est un début de conversation. Bah, sur la Cavalière et sur cette phrase-là, c'est ça. C'est un début de conversation. C'est fait pour faire parler, pour nous faire parler. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? C'est que je suis enseignante en collège depuis 40 ans. Donc les formes, vous voyez, un peu convenues, les manières, par exemple, dont c'est ça qui m'a peut-être le plus gênée, parce que j'en ai vu des tripotés, des extraits dictés avec ça. C'est les adultes qui racontent leur enfance. Alors, ben, c'est jamais que des adultes qui racontent leur enfance, quoi. Et c'est quand même un vrai problème, parce que dans pas mal de textes qui sont proposés au collège, je suis enseignante en collège, vous voyez, donc voilà, on est censé apprendre à bien écrire aux enfants, enfin aux adolescents. Et bien écrire, c'est cette langue qualité française, une langue correcte. Vous voyez, je fais ce travail, hein, n'allez pas me dénoncer à l'éducation nationale. Je fais ce travail-là, et donc je suis particulièrement sensible à tous ces récits qui décrivent des enfances horribles ou des enfances étranges, et qui sont particulièrement, vous voyez, tirés à quatre épingles. Il y en a tout un lot, hein, je ne vais pas en citer. Et ce qui me frappe, ce qui m'a toujours frappé, c'est ça, c'est cette manière qu'on a de scolariser la langue, en fait. Et les choix de livres aussi, les grands classiques qu'on propose au collège, d'abord font l'impasse. Si on prend Alphonse Daudet, ça m'a beaucoup marqué. On propose les lettres de Montmoulin, par exemple, mais Daudet, il a écrit pas mal de choses. Et par exemple, il a terminé sa vie sur ses souffrances de syphilitique. Et alors évidemment, voilà, c'est ça qu'il faut faire lire aux collégiens. Bah ouais, c'est un livre extraordinaire, parce que évidemment, il est vraiment à la fin de sa vie et il souffre, donc il n'a plus cette capacité à faire à produire du récit à la chaîne et à bien écrire la langue de la légende provençale. Vous voyez ce que je veux dire? Et il est tenu par la douleur, la doulou, ça s'appelle. Il prend le mot provençal. Et c'est par fragments comme ça, c'est par phrases, petit à petit, qu'il arrive à essayer de décrire cette douleur qui est indescriptible.
C'est un texte assez fort, hein, franchement, assez fort. Et je dis ça avec Daudet, vous les prenez tous. On prend sur, je ne sais pas, 50 bouquins qu'ils ont écrits, on en prend un, celui qui est écrit de la manière la plus convenable, évidemment. Et c'est ça qu'on propose aux adolescents, qui, je l'ai testé depuis 40 ans, sont capables de lire bien d'autres choses, bien évidemment. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont tout à fait capables de lire La Métamorphose de Kafka. Il n'y a aucun souci. Il suffit de le leur proposer. Et ce qui me... J'ai écrit un livre là-dessus en particulier, hein, qui s'appelle « Un hamster à l'école », sur mes décennies de pratique de l'éducation nationale en tant qu'élève et en tant qu'enseignante en collège. Ce qui m'agace rien que d'en parler, excusez-moi, c'est ça, c'est cette espèce de scolarisation générale de la langue française et donc de la société française, qui attend de ces enseignants qu'ils apprennent à leurs enfants à bien écrire, à voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire écrire cette langue-là qui va être entièrement reprise par l'intelligence artificielle. Rien de plus facile. Qu'est-ce que je vais dire à la pré-rentrée dans quelques jours? C'est OK. L'intelligence artificielle, là, s'il l'utilise pour un travail écrit, vous voyez, écrire 10 lignes, je sais pas, n'importe quoi, je vais tout de suite, au collège, je vais tout de suite repérer, il n'y a pas de problème. C'est ce qui sera très bien écrit, comme à l'école. Ça va être ça. Bon. Donc, je ne vais pas leur demander. Ça ne m'intéresse pas. Elle est où Ils sont où les erreurs? Elle est où votre singularité? Il est où le mot qu'il ne fallait pas mettre et que vous avez mis? C'est ça qui m'intéresse. C'est là-dessus qu'on va travailler. Sinon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme travail? On est là pour travailler. Donc, ils feront tout en direct. Là, y a pas, sur ce type d'exercice-là, il n'y a pas de travail, d'entraînement, de collaboration. Il n'y a pas d'autre choix maintenant. Heureusement, peut-être. Voilà, on va laisser tout ça à l'IA, là, et on va se mettre au travail. Ah ouais, ma question, c'était sur la forme de gauche. Et non, mais donc ça veut dire... J'y ai répondu. Ouais, alors, j'y ai répondu. Donc c'est une forme non scolaire, avec des erreurs et de la singularité. C'est difficile de oui, c'est ça. Là, j'ai parlé d'une expérience qui est une expérience d'enseignante, tu vois, d'une expérience très ordinaire d'enseignante. Qui aurait mille choses à dire là-dessus, puisque je suis en train de travailler sur ce que j'appelle de manière un peu rapide la qualité française, qui est ça. Hein, qui est quelque chose au fond de lycée, voilà, on peut raconter des souffrances, des choses atroces, des choses vraiment compliquées, personnelles et tout, mais c'est lissé par une forme d'arc narratif, comme on dit aujourd'hui, ou de manière de raconter les choses, de choix des mots, je sais pas quoi dire de plus en fait, quoi. Mais peut-être Arnaud, oui, je peux prendre vraiment la suite directe là, de ce que vient de dire Nathalie, parce que si j'étais plus habile, je pourrais rentrer dans l'histoire des figures de style et puis arriver à prouver que tel ou tel est de droite ou de gauche. Mais je ne suis pas assez habile pour ça. En revanche, le truc qui me semble évident, si on veut faire retrouver cette partition droite-gauche dans les questions littéraires ou dans les questions de langue, c'est évidemment, il y a de la droite et de la réaction à chaque fois qu'on veut figer la langue et qu'on veut la considérer comme relevant du patrimoine, et c'est-à-dire l'empêcher de continuer d'évoluer. Ça, on le voit tellement dans tous les débats, dans les médias, etc. Dès qu'il y a un débat sur la langue française, sur l'orthographe, etc., on voit très bien comment tout de suite la partition, elle se fait. Mais en fait, on peut la retrouver aussi chez les auteurs et les autrices, parce que il y en a qui écrivent en voulant apporter des preuves de littérature dans chaque page, et puis il y en a d'autres qui, au contraire, décident de faire violence ou de faire entendre une violence à l'intérieur de la langue. Je ne sais pas, par exemple, des auteurs comme Valère Novarina, comme Pierre Guyotat, qui ont été des grands maltraitants de la langue, mais justement par immense fascination pour ce que peut le langage et pour ce qu'il est possible d'inventer hors de la langue scolaire et de la littérature littéraire. Et ça, pour moi, ça c'est un endroit qui est vraiment hyper important. Et ça permet de revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, pour la fascination pour les entretiens et pour ce qui se joue dans les entretiens. Parce que dans les entretiens, ce qui va se passer aussi, ça va être justement des fois de l'ordre de l'erreur, ou dans les ateliers d'écriture.
Par exemple, moi, au Congo, il y a une des jeunes filles, elle m'a raconté qu'un soir, dans un lieu de prostitution, elle a vu arriver les infirmières de l'ONG qui s'occupent de leur inventer une autre vie. Et dans le petit texte qu'elle essayait d'écrire, elle m'a écrit « Ça m'a fait du bien à tout le monde ». Et cette espèce de phrase très mal bricolée, très, très tordue, etc., je l'ai trouvée absolument incroyable. C'est-à-dire que tout d'un coup, le bien-être qu'elle a ressenti en voyant arriver ces deux anges-là qui allaient la sortir de la prostitution, ça ne pouvait pas être un bien qui était que en direction d'elle. C'était obligatoirement aussi en direction des autres filles. C'était tout le groupe qui était concerné par ce bienfait-là qui allait se produire. Ça m'a fait du bien à tout le monde. C'est incroyable, des moments comme ça. Et donc, en fait, c'est des moments où on se dit, ben voilà, avec toute ma littérature, avec toute ma capacité à faire des belles phrases, j'arriverai jamais à ce point-là d'intensité. Ou alors, une autre jeune femme, mais là, c'était pas d'une manière un peu fautive, mais une autre jeune femme qui me raconte toute sa vie, et c'est vraiment une des vies les plus atroces que j'ai jamais entendues, et qui me dit depuis, je continue de prier et on continue de m'abandonner. Et là encore, voilà, c'est pas une phrase spectaculaire. Je peux en faire plein, moi, des phrases spectaculaires. Mais en fait, jamais j'atteindrai ce point-là d'intensité. Or, on pourrait dire, c'est pas de la littérature. Eh ben, si, parce qu'il y a à ce moment-là, on met à jour quelque chose de complètement brûlant. Et donc, qu'est-ce qui est de droite, qu'est-ce qui est de gauche ? Ce qui est de droite, c'est ce qui va empêcher cette vie-là de s'exprimer parce qu'elle ne s'exprime pas assez bien et qu'il faudrait tourner ça autrement pour que ce soit mieux écrit. Et qu'est-ce qui est de gauche ? Ce serait justement au contraire, tant pis si c'est pas la belle langue, tant pis si ça fait pas du patrimoine. En tout cas, il y a du vivant là qui s'exprime. Il y a quelque chose d'hyper émouvant qui se dit. Et donc, on va le garder dans cette forme-là parce que j'aurais beau la réécrire cette phrase, je ferais que l'abîmer tout le temps. Donc, voilà, droite-gauche, ça peut être ce truc-là aussi. Il y a peut-être aussi quelque chose de plus dans ce que les écrivains peuvent apporter dans leur description du monde social ou des grands problèmes, ou je ne sais pas comment appeler ça. C'est quelque chose dont tu as parlé tout de suite, immédiatement, quand tu as pris la parole la première fois, Nathalie, qui est « moi, je fais des blagues, j'ai différents types d'humour, etc. » Donc la question de rire de ça, de se permettre de rire de trucs qui sont pas marrants, quoi. Alors, toi, Arnaud, c'est pas exactement des blagues, mais ce serait plutôt quelque chose comme une sorte de position, parfois, d'accepter d'être ironique, de se permettre d'être ironique. C'est marrant, j'aurais inversé les deux trucs. Ah, c'est vrai ? Vas-y, alors. Non, pourquoi t'aurais inversé ? Vas-y. Non, parce que moi, l'ironie, je ne suis pas capable. Ouais ? Mais attends, tu en parles dans la... Ah non, pardon, c'est pour dire qu'il ne faut pas être ironique. Oui. Je m'aperçois que je n'ai rien compris en voulant faire un rapprochement... Je veux bien revenir sur l'ironie, parce que c'est ce qu'on me reproche, évidemment, assez souvent. Et je me souviens on suppose que l'ironie, c'est l'arme des forts. Alors on m'avait dit, mais l'ironie, c'est l'arme des forts. Non, je crois pas. L'ironie, c'est une arme pour les faibles aussi, me semble-t-il. Et vous savez que le poids politique qu'a eu l'ironie en France au XVIIIe, enfin tout le monde le sait. Il n'y a pas que Voltaire, il y a Diderot. Enfin voilà, Diderot, c'est admirable. Non, c'est une arme dont on peut se saisir, ce registre-là. Pas forcément seulement ce registre, mais je crois qu'il faut penser un peu à réhabiliter l'ironie pour s'en servir, nous, enfin, qui sommes du mauvais côté du manche, quoi, si vous voulez. Je pense que ça peut être très efficace. Pas seulement ça, mais ouais. Enfin, ouais. Mais c'est quand même un truc de se permettre de faire des blagues. Alors, bon, parfois, c'est carrément... Non, mais parfois, c'est... Bon, je viens de Dada, moi. Oui, c'est vrai, mais enfin, bon, quand même, faut oser, quoi. Je sais pas. Mais en fait, non, c'est même pas ça. C'est que le point de départ, c'est un truc vraiment à la con. Excusez-moi. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit des petites phrases qui s'appellent les remarques, qui sont des phrases très littérales du genre quand je marche, il y a toujours l'un de mes pieds qui a disparu derrière moi. Donc, si vous essayez, vous allez voir. Vous marchez et il y a toujours un pied que vous voyez pas si vous marchez. Et la peau de la tomate maintient la tomate dans sa peau. Donc j'ai commencé en... Comment ils disent les écrivains là ? Je suis entrée en poésie. J'adore cette expression. Je suis entrée en poésie en écrivant des conneries pareilles, quoi. Et
Mais je le faisais de manière, vous savez, j'étais pas si jeune que ça, mais je commençais, je sortais d'une très longue dépression et je découvrais le monde comme si je naissais au monde et tout ce qui était des petits détails concrets qu'on voit pas, et je les ai écrits, j'ai fait des petites phrases comme ça, j'ai fait un petit recueil, c'est comme ça que j'ai commencé, qui a été publié, c'est comme ça que j'ai commencé. Et la première fois, alors à l'époque en poésie, encore aujourd'hui, on lisait en public. Ça, j'ai découvert ça aussi. Moi, je pensais que tous les poètes étaient morts à l'époque. Et on m'a invité à faire une lecture publique. Donc voilà, je suis allée, je me souviens très bien, c'était à Nice, je crois. Je me suis retrouvée avec le public de la poésie, donc 4,5, hein, et j'ai commencé à lire mes phrases de manière assez, comme je vous l'ai dit. Hein. Quand je marche, il y a toujours l'un de mes pieds qui a disparu derrière moi. Et puis, peu à peu, j'ai entendu des gens qui se marraient. Et je n'avais pas fait ça pour qu'ils se marrent, quoi. Et vous savez, voilà, vous riez, vous voyez, l'entraînement, et il y en a un, puis après 2, puis après 3. Révélation. Je me suis dit, merde, ce que j'ai fait, pour moi, c'était juste plat, quoi, et déliricisé, quoi. Même si c'était à la première personne. Et les gens riaient. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais de l'humour, enfin, qu'en tout cas, les gens, ils voyaient de l'humour dans ce que je faisais. Mais c'était dans la phrase, vous voyez, il n'y avait pas une espèce d'intention gaguesque ou je ne sais pas quoi, j'en ai jamais eu. Mais il y a un truc dans la syntaxe, j'en sais rien, quoi. C'est même pas dans le vocabulaire, c'est dans, vous voyez, qui est là et je ne peux pas faire autrement. Alors pourquoi pas d'ironie, Arnaud ? Parce que je la comprends jamais et que donc par la force des choses je suis pas capable d'être ironique. Je passe tout le temps à côté, je suis très premier degré tout le temps, donc ça me joue des tours et je peux pas, je saurais pas la manier, quoi. En revanche, la question de l'humour, la question de la blague, les quelques fois où on peut me dire tiens j'ai ri à ça, c'est une grande fierté. C'est de la même manière que quand dans une image, dans une page, il y a quelque chose qui fait image dans la tête du lecteur, pas au sens figure de style, mais vraiment une image qui s'imprime. Tu te dis si j'ai réussi cette intensité-là, c'est merveilleux. Et pareil pour la blague, quoi. S'il y a une blague qui marche, par exemple. Vertical. Est-ce que c'est enregistré, là ? C'est diffusé en direct. Ah, mince. Bon, tant pis. Mon éditeur voulait me retirer une blague dans un bouquin. Bon, ça va, tu peux le raconter, ça. Ouais. Et ça y est, maintenant, là, j'ai trop commencé, là. Et j'ai dit, je suis désolé, non, je l'aime bien. J'y crois un petit peu à cette blague. Et comme elle est dans un chapitre qui m'est arrivé de lire plusieurs fois et que effectivement j'ai pu constater qu'elle marchait, cette blague, à chaque fois je me dis tiens. Non, si, pour moi c'est des moments d'intensité de vie, quoi, l'humour. Enfin, donc il y a quelque chose de supplémentaire qui se passe et qui contient aussi sa propre intelligence, quoi. Il faut à tout prix réussir à faire une place à ça. Et puis, mais même de manière plus large, c'est pas simplement de distiller des blagues par-ci par-là dans le bouquin, c'est aussi de voir que nos vies sont faites d'un entremêlement de moments qui peuvent être pesants, tragiques, grotesques, etc. Et moi, ma grande joie dans l'écriture, c'est quand sur une seule scène, toutes ces tonalités sont à l'horizon, quoi. C'est que la scène peut basculer dans quelque chose d'hyper tendre ou au contraire dans quelque chose d'insupportable, et puis l'instant d'après quasiment être très drôle. La première fois que j'ai assisté à l'enterrement d'un proche, j'étais très âgé, j'avais 20 ans, et j'ai été sidéré de voir que le repas de famille ensuite était un repas très joyeux, où ça riait énormément. Et pour moi, ça a été un choc incroyable parce que j'étais déjà beaucoup lecteur, j'avais vu des films et je n'avais jamais vu cette scène-là que pourtant tout le monde a déjà vécu. Et donc je me dis, mais c'est pas possible, les arts manquent, en tout cas en France, manquent complètement ces moments-là où les émotions sont indémêlables. Et peut-être ce jour-là, je me suis promis qu'il fallait à tout prix que les livres que j'allais écrire rendent compte de cette incroyable complexité de
de nos émotions, quoi, et de cet entremêlement, de ne pas les séparer, de ne pas croire que parce qu'il s'agit d'un enterrement ou d'une baignade, eh ben, il faut que ce soit automatiquement dans cette tonalité-là. Ça peut être tout l'inverse. Et c'est ce que dans le dernier roman là, qui vient de paraître, c'est aussi ce que j'essaye de montrer, quoi, avec des gens qui ont des corps très abîmés, mais voilà, ça peut être traité de manière grotesque, et l'instant d'après, faire entendre aussi quelque chose d'hyper tendu, de tragique, etc. Alors, dans quelques minutes, vous... Pardon ? Ah, mais alors bon. C'est dur, là, c'est vraiment hyper cruel. De demander de raconter la blague. Bah ouais, non. Si j'avais le livre, je vous la lirais, mais j'ai mis du temps à la peaufiner, je vais l'abîmer, là. Je préfère que vous sortiez tous en vous disant « Ah, il a fait une bonne blague », plutôt qu'il y ait la moitié de la salle qui se dise « Bon, t'es pas fantastique, sa blague ». Je peux, non, mais je sais même pas s'ils l'ont. Non, si en vrai ils l'ont. Non, mais vous allez tout de suite rire. Il est question de Marlène Schiappa. Bon, alors, dans quelques minutes, on va vous... Voilà, vous pourrez poser toutes les questions que vous avez envie de poser à Nathalie et à Arnaud. Mais juste, la dernière question que je vais vous poser, c'est un peu la question qui fâche. Mais c'est... non, pas entre eux, mais j'espère qu'ils vont se fâcher ensemble. Non, mais en gros, vous faites des livres qui sont magnifiques, vous abordez des questions qui sont importantes, vous en dites des choses importantes. C'est quoi l'effet, quoi ? Quand même, ça va pas hyper bien, la France. Alors, je sais que vous écrivez pas en pensant que vous allez sauver la France à chaque fois, mais... Voilà, on est encore un peu... En plus, vous essayez de trouver, donc vous nous avez expliqué des formes de gauche. Tu veux dire qu'on ne vend pas de livres, c'est ça ? Non, du point de vue de vos carrières personnelles et du point de vue commercial, c'est une grande réussite, mais du point de vue politique. Non, mais ce que je veux dire, voilà, non, mais là, c'est quoi l'effet ? Enfin, qu'est-ce qu'on peut produire comme effet ? Qu'est-ce qui fait qu'encore vous allez... Enfin, voilà, il y a quand même cette question-là qui se pose à partir du moment où on fait de la littérature qui aborde ces questions... directement, qui parlent du monde, qui veulent changer. Enfin, en plus, vous êtes tous les deux très clairs là-dessus. C'est vraiment compliqué parce que cette demande qui est faite aux arts en général, pas juste à la littérature, mais aux arts en général, de faire rapidement évoluer les mentalités, de faire bouger les gens, les pays, les politiques sur des sujets. En fait, c'est assez étrange qu'on demande ça aux arts et on le demande à peu près à aucun autre corps de métier. On le demande pas aux scientifiques, etc. Tu le demandes aux sciences humaines, tu le demandes aussi. Tu pourrais poser la même question à des gens qui font des sciences humaines, tu vois. Oui. Je t'interromps, j'ai une phrase je pense que c'est pas Graeber. Penser et agir. Éviter certains usages politiques de l'anthropologie à laquelle on demande d'autres formes de vie comme des exemples à suivre ou comme preuve qu'il y a bien des alternatives, comme si cela tenait lieu de politique. En fait... Alors, je vais préciser un truc. On nous fait la même demande. On nous fait la même demande. Vous qui avez des idées, toi qui as des idées, tu peux pas nous donner des slogans pour nos manifs ou des trucs. Non, vos slogans à vous, ils sont bien meilleurs que ce que je pourrais jamais donner. Alors juste pour préciser un truc, moi je suis là pour poser des questions. Je pense pas tout ce que je dis. Parfois j'adopte une posture, voilà, pour vous permettre de répondre. Comme Arnaud, je suis très littéral. Ouais, non, ok, vous n'avez pas rien compris au dispositif depuis le début, hein. Bon, Arnaud, répondre à cette question. Non, il y a Claude Simon, au début de L'Herbe, cite une phrase de Pasternak qui est très belle. Pasternak disait on ne voit pas l'histoire en train de se faire de la même manière qu'on ne voit pas l'herbe pousser. Bon, c'est vrai et c'est pas vrai parce que Gaza, on voit l'histoire en train de s'effondrer, c'est sous nos yeux. Bon, bref, donc c'est dans un temps donné, etc. Mais quand même, cette phrase, elle a quelque chose d'intéressant et je pense qu'elle permet de décrire un peu ce que les arts font sur nos cerveaux, sur nos cœurs, etc. C'est-à-dire, en fait, je pense, c'est une diffusion lente. C'est-à-dire, tu sors pas d'un bouquin en te disant ok, finalement, je me suis trompé, finalement, je suis de gauche. Enfin, je veux dire, ça n'arrive jamais. Par contre, tout d'un coup, tu peux sortir d'un bouquin et puis te dire bon sang, quel livre émouvant, et puis 6 mois après tu te rends compte que ce livre il est encore très très présent, ou ce film ou ce tableau ou cette vidéo, je sais pas quoi. Et 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, c'est une diffusion tellement lente et des fois c'est une diffusion sur laquelle on n'a même pas la main, c'est-à-dire ça se passe dans une autre partie de notre cerveau à laquelle on n'a pas accès et résultat ça modifie nos sensibilités et peut-être que 10 ans plus tard
l'effet de telle ou telle lecture se fait sentir. C'est une hypothèse, hein, j'ai aucune preuve de ça. Mais je pense qu'en fait, quand on demande aux arts d'être immédiatement efficaces, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ça ne se passe pas comme ça dans nos vies. Je ne sais pas, quand tu vis une grande rupture amoureuse, c'est pas dès le lendemain que tout d'un coup tu changes d'attitude avec ta nouvelle compagne ou ton nouveau compagnon. C'est au bout de 10 ans, justement, pareil, que bah, c'est bon, tu as ruminé la chose, tu as appris de cette rupture, et donc oui, tu vas arrêter d'être à ce point égoïste et de penser à ta gueule, et que oui, tu vas faire un peu plus la vaisselle, etc. Vous êtes fait larguer pour ça? Nathalie, une dernière, on va se faire engueuler une dernière fois avant de passer. Non, c'était pas ça, mais pour compléter, c'est vrai qu'il y a sans cesse une demande mais qui est la demande générale, en fait, d'efficacité, y compris, et j'allais dire même surtout de la part des camarades, comme on dit, c'est un camarade ou c'est pas un camarade, et de la part des camarades, ouais, moi je pensais qu'en publiant à la Fabrique, ils allaient enfin comprendre que la littérature c'était sympa. Bah non, ça n'a pas suffi. Hein. Ouais, c'est-à-dire, ça s'est manifesté comment Pardon? Pourquoi tu dis ça? Bah, y a encore ils préfèrent lire des vrais essais où on apprend des trucs, quoi. D'accord. Voilà, je suis peut-être un peu, bon, ça va, hein, je suis pas déçue, mais oui, mais mes amis, mes camarades attendent encore, et donc ne lisent pas tellement ce que je fais. Ah ouais? Mais même si, certains oui, mais même si c'est publié à la Fabrique, le tampon suffit pas, quoi. Il y a une attente de ce que je peux comprendre, hein, mais il y a une attente générale en efficacité dans toutes les parties de la société, qui est, comme tu l'as très bien expliqué, très très bien dit, ça se passe pas comme ça avec les arts en général. Ouais, c'est pas immédiatement efficace, ça c'est sûr. Alors, des micros vont circuler pour toutes les questions ou remarques que vous avez envie de faire, d'adresser à Arnaud ou à Nathalie, ou aux deux. Ça serait très rapide. Vous nous aviez promis de parler de Victor Hugo. À propos de l'herbe qui pousse et de la durée, je voulais savoir si vous pouviez y revenir. Ouais, alors je précise pourquoi parler de Victor Hugo, parce qu'en fait, très étrangement, Victor Hugo est présent dans les deux textes, donc les deux textes un peu théoriques, disons, sur la question de littérature et politique. J'étais très étonné. Alors, pourquoi cette figure de Victor Hugo aussi fortement présente? Est-ce qu'il est encore là? Je veux dire, quand on est un écrivain et qu'on a abordé, ou une écrivaine et qu'on a abordé une question politique, il y a genre Victor Hugo là, au-dessus de la tête? Non, moi, dans mon cas, pas du tout. Mais il se trouve que au moment où je travaillais ce livre, je suis tombé sur Histoire d'un crime, qui est donc le récit du coup d'État de 1851. Et il y a une préface, et la préface est comme le reste du texte, c'est-à-dire il y a une ambition et une ampleur. Enfin, et en fait, je me suis dit, mais c'est quand même délirant de parler d'une telle hauteur, quoi. C'est-à-dire, en fait, il s'adresse à l'histoire, et il dit, voilà, histoire, je t'apporte les pièces du procès, et tu jugeras. Enfin, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire, Victor Hugo dialogue avec l'histoire directement, quoi. Et en fait, bon, je suis un peu jaloux. J'aimerais bien avoir le 06 de l'histoire, moi aussi. Mais et en même temps, je vois bien que je suis le résultat d'une autre histoire, quoi, c'est-à-dire celle du XXe siècle, qui au contraire a mis le doute plutôt en avant, quoi, contre ces figures-là, quoi. Et donc Victor Hugo me servait juste à essayer de réfléchir justement au rôle et peut-être à l'efficacité de mon livre. Et je me dis, moi, à aucun moment, une fois que j'ai terminé le livre, à aucun moment je me dis, voilà, je l'apporte comme une pièce pour le procès de l'époque dans laquelle je vis. Je le dis pas comme ça, mais en vrai, peut-être je le pense quand même, je l'espère quand même peut-être un petit peu comme ça. C'est-à-dire, je me dis, voilà, je relais la voix une trentaine d'ouvriers là. Si, c'est peut-être quand même une pièce du procès, mais j'arrive pas à le dire comme lui, quoi. Et je trouve ça intéressant. C'est le résultat d'une histoire, quoi. C'est un monsieur dans une rencontre qui m'a demandé pourquoi j'écrivais pas plutôt comme Victor Hugo. Donc j'ai un peu botté en touche, puis après ça m'a travaillé cette histoire.
Donc voilà, ouais, bon, je me dis, parce qu'entre les deux, entre Victor et moi, il y a le XXe siècle. Enfin voilà, et je suis assez désolée d'ailleurs que une grande partie du XXe siècle littéraire et artistique soit en train de passer à la trappe et qu'on se retrouve sous Napoléon III, hein, parce que c'est le modèle romanesque, il est encore très très 19e globalement. Et Beckett, et on a cité Guyotat, etc. Je pense à Beckett, à un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Hélène Bessette, je ne sais pas si vous connaissez, elle a été bonne en Suisse, elle fait une prose coupée vachement crue comme ça, qui est extraordinaire, quoi. Voilà, bon, alors bon, mais sur Victor Hugo, je veux bien, parce que je commence souvent en troisième avec Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. C'est en prose. C'est pas de la prose, mais c'est en prose. C'est très simple. C'est presque plat. Et je me demande si... je pense qu'en fait, à l'époque, il devait y avoir 90% des poètes qui écrivaient pas comme ça, quoi. Qui écrivaient le contraire de ça. Et il y a aussi ça chez Hugo, parce que, bon, il est passé, vu tout ce qu'il a écrit. Et quant aux Misérables, c'est un livre qui a eu une réception calamiteuse à l'époque par les milieux autorisés, qui a été détesté. Y a vous voyez, ces auteurs patrimoniaux, là, comme ça, qui ont leur boulevard partout, qui sont voilà, canonisés, panthéonisés, enterrés. Si vous allez juste un tout petit peu gratter, vous vous dites « Oh là 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 là, attendez, c'est pas si simple, quoi ». Ouais, par exemple, moi, souvent, je propose ça, c'est relire Le Suicide de Javert. Et les 3 pages du suicide sont dans une forme, mais ahurissante. C'est-à-dire, écrit aujourd'hui, on trouverait ça expérimental, déstabilisant, etc. Et non, c'est dans Les Misérables. Donc oui, les vrais grands classiques, dès qu'on met le nez dedans, on est sidéré par leur sauvagerie, en fait. Qui va oser poser une question après ça? Oui, mais merci pour tout ça. Vous m'avez fait penser à un livre de Jerzy Kosinski qui s'appelle Le traducteur kleptomane. Et les écrivains, tels que vous l'avez posé, font effectivement des entretiens, comme les chargés d'études font des entretiens, et ils font des rapports d'études qui sont ensuite pris par les politiques. Vous, en tant qu'écrivain, vous êtes pris par le public, mais du coup, on est sur de l'entretien individuel. Et ma question porte sur comment on construit, ou comment les gens que vous rencontrez peuvent construire une parole collective à laquelle vous tenez tant. Et est-ce que le rôle des écrivains n'est pas aussi de permettre aux gens de construire cette parole collective et de la porter? Sinon, vous sentez-vous traducteur kleptomane? Merci. Je sais pas. Il y a des moments où je repense aux Nuits debout. Il faut juste aller rejoindre tout le monde. Pas plus. Moi, ma découverte de l'intelligence collective, elle est très, très, très tardive. J'étais vieille déjà. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que oui, ça existait et pas qu'un peu. À rejoindre on est comme tout le monde, non, de toute façon. Donc, on n'y va pas en tant qu'écrivain, on y va avec tout le monde et voilà. Et je ne pense pas qu'on ait cette capacité à provoquer une conversation collective. Non, ça c'est nous tous, nous écrivains y compris, mais pas en tant qu'écrivains. Enfin, je pense. Et dans les livres d'entretien, des fois, il y a cet effet d'accumulation qui finit par être cette parole collective. Par exemple, quand on prend les livres magnifiques de Svetlana Alexievitch,
Elle multiplie les entretiens. Des fois, on a juste la voix de la personne, mais on n'a même pas son nom, etc. Mais au bout de 500 pages, voilà, il y a toutes ces voix agglomérées les unes les autres, avec des fois des pics de singularité, mais aussi avec, à la fin, ça finit par faire une voix collective. Et on voit comment, par exemple, quand dans la fin de l'Homme Rouge, on voit qu'ils sont bien tous en train de vivre les mêmes années et le même événement, de la chute de l'URSS, etc. Donc, il ne faut pas vouloir forcer la chose. C'est-à-dire, cette voix collective, il faut laisser chacun peut-être à sa singularité dans le témoignage et parier sur le fait que la voix collective va finir par surgir de tout ça. Par exemple, moi, si je reviens sur l'exemple de la Creuse, j'ai une anecdote. Bon, on a un tout petit peu de temps ou pas ? Ouais, on a du temps. Ok. Bon, alors une anecdote très rapidement qui est racontée dans le livre, mais qui a beaucoup compté pour moi, c'est ils sont en négociation. Ils sont 5 à monter à Bercy pour une journée de négociation. Ça se passe très très mal d'emblée. Ils décident d'occuper le bureau dans lequel ils sont reçus à Bercy. Donc grand embarras du ministère, etc., etc. Donc toute la journée ils essayent de les faire sortir, ça ils marchent pas, etc. À 23h30, Benjamin Griveaux, qui était à l'époque ministre, vient chercher, il en demande que 2, pour monter dans le bureau de Bruno Le Maire pour discuter, donc les 2 ministres et les 2 syndicalistes creusois. Ça se passe très 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 mal, ça dure une demi-heure, c'est très tendu, il y a des espèces d'insultes qui sont là dans l'air, etc. Vraiment, c'est très tendu. Et au bout d'une demi-heure, Bruno Le Maire, pour mettre fin à ce rendez-vous, s'engage verbalement à résoudre une des questions pour laquelle ils étaient venus, la prime supralégale de licenciement, etc. Et à ce moment-là, Vincent Labrousse, qui est donc un des 2 syndicalistes, se dit, grand habitué des négociations syndicales, sait très bien qu'une négociation syndicale se termine par un accord écrit sur ce que chacun s'engage à faire, etc. Et donc il se dit, est-ce que je lui demande ça ? Est-ce que je lui demande de noter là ce qu'il vient de me dire par écrit ? Et Vincent Labrousse se dit, non, je ne vais pas lui demander. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien que je respecte plus que la République et donc que l'idée d'un ministre. Donc je ne vais pas insulter la parole du ministre en lui demandant de s'engager par écrit. Pourtant, je sais très bien qui est Bruno Le Maire et je sais qu'il va nous la faire à l'envers. Mais tant pis, ce que je décide de sauver à ce moment-là, c'est la République. Et moi, quand Vincent me raconte cette scène-là, et il me la raconte de manière moins lyrique que ce que je viens de dire, hein, il me la raconte de manière un peu plus concrète, mais ça veut vraiment dire ce que je viens de dire. Je suis estomaqué parce qu'il y a 2 parjures, c'est les 2 ministres, et il y a 2 personnes qui sauvent la République, c'est les 2 syndicalistes creusois. Et je suis sidéré par l'immense intelligence et vertu de ces 2 hommes-là à ce moment-là de grande tension. Parce que se faire insulter par un ministre dans un bureau fermé, faut avoir les épaules, quoi. Faut avoir du courage. Et ben, je me dis, est-ce que je vais forcer tous les autres entretiens pour que cette même question se retrouve aussi claire dans les autres ? Ben, en fait, non. Par exemple, il y en a un qui m'a beaucoup parlé des animaux qu'il a. Je pensais, moi, que c'était peut-être pour la boucherie, qu'il élevait des animaux, je ne sais pas quoi. Et un jour, il m'a répondu, mais ça ne va pas la tête, mais pas du tout. Et on n'a pas été beaucoup plus loin, on n'a pas intellectualisé le fait qu'il avait des animaux et que ce n'était pas pour la boucherie. Mais résultat, si ce n'était pas pour la boucherie, bah, c'était pour la douceur, pour vivre avec plein d'espèces différentes autour de lui, c'est-à-dire avoir un horizon comme ça, très, très changeant, avec plein de réactions différentes de ces différents animaux, etc. Ben, ensuite, c'est à moi de garder ce passage-là que dans un premier temps j'avais supprimé sur les animaux, parce que pour moi, ça résonne de la même manière qu'avec ce qui s'est passé à 23h30 dans le bureau de Bruno Le Maire. Pour moi, c'est la même chose. Mais je ne dois pas forcer le truc politiquement pour qu'on comprenne bien que tous ces ouvriers-là avaient tous la même vertu républicaine, quoi. Il faut que je laisse chacun quand même aussi un petit peu avec sa singularité, et c'est la totalité du livre qui peut-être fait collectif. C'est bon ? On va prendre un café ? Merci beaucoup à tous les deux, Arnaud, Nathalie. Merci pour vos questions, votre attention, et merci à la technique.